Vente illégale de terrains, spoliation de propriétaires fonciers, difficultés d'aménagement dans le milieu urbain ou encore d'accès au logement, le foncier ivoirien traverse une crise sans précédent. Des litiges qui touchent bien des professionnels du métier dont certains sont insoupçonnés. C'est le cas des architectes qui, malgré les réformes engagées par le gouvernement, sont en première ligne face aux conséquences de cette instabilité. Pour en parler, nous recevons dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire Joseph Hamon, président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Monsieur Hamon, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un réel plaisir d'être avec vous. Alors, dans un premier temps, toute l'équipe de cette info se joint à moi pour vous présenter nos condoléances. On a appris que vous avez perdu la première femme, et seule femme même, présidente de l'Ordre des architectes, Madame Yolande Doucouré. Alors, comme on le dit communément chez nous, Yako. Merci. Tous les architectes de Côte d'Ivoire ont tous été très peinés d'apprendre cette nouvelle qui est tombée de manière subite. Parce que quelques jours avant, elle était avec nous. Elle avait présidé d'ailleurs le comité électoral pour le renouvellement des mandats. Et nous avons été surpris par l'annonce, ce qui est tombé véritablement comme un couperet. Mais nous allons lui rendre tout l'hommage qui est dû à la fonction qu'elle avait occupée également, mais la place qu'elle avait au sein des architectes en Afrique et en Côte d'Ivoire. Vous êtes l'un de ses successeurs. Vous avez d'ailleurs été récemment réélu à la tête de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Dans ce contexte de crise du foncier que je peignais un petit peu foncièrement, oui, en début d'émission, quels sont les axes prioritaires de votre nouveau mandat? Alors, on a plusieurs chemins, on a plusieurs axes que nous sommes fixés, puisque nous avons commencé un premier mandat déjà en tant que secrétaire général dans le bureau d'Abdoulaye Dieng, où on avait osé rêver. Le thème de notre mandat avait été l'audace du rêve. On s'était donné un certain nombre d'objectifs qui changeaient un peu de toute la routine dans laquelle les autres s'étaient installés par le passé. Et puis ensuite, le mandat que j'avais conduit lors de la dernière mandature, c'était celle de la poursuite du rêve. C'est-à-dire, nous avons commencé à rêver, nous avons commencé à mettre le fondement de ce rêve. Et puis aujourd'hui, nous allons achever ce rêve. C'est d'abord ça. Il y a beaucoup de chantiers qui ont été ouverts. Ces chantiers sont vastes, sont pluriels, mais surtout visent à une meilleure connaissance de la profession d'architecte, faire de ce métier un lien ou un format ou un support au développement de la Côte d'Ivoire, parce que nous y croyons véritablement, nous avons notre place dans le développement de notre pays, mais également aller à l'international, parce que la Côte d'Ivoire est un véritable chantier, et ce que nous réalisons ici, nous pouvons le partager en Afrique. Et nous sommes allés déjà à la conquête du continent et nous sommes sortis maintenant du continent puisque nous voulons attirer le regard des architectes à travers le monde sur ce petit pays d'Afrique, mais qui est rempli de talents, d'architectes ambitieux, volontaires et surtout jeunes. Parce que là aussi, c'est un autre chantier. Nous avons une profession qui est jeune et puis une profession qui se féminise beaucoup plus vite que beaucoup d'autres corps de métier. Donc nous avons tous ces grands chantiers qui s'ouvrent à nous et nous espérons pouvoir y arriver avec tous les architectes tous ensemble. Alors on va rester sur la crise foncière en Côte d'Ivoire si vous le voulez bien parce qu'elle s'aggrave, il y a des conflits récurrents, il y a beaucoup de litiges. Quelles en sont pour vous les principales causes? Alors je fais tout récemment une analyse personnelle. Je me suis rendu compte que pendant un certain nombre d'années, il n'y avait pas de crise foncière proprement dite, sauf de petits contentieux, de petits litiges, mais qui sont réglés à travers les juridictions de manière très efficace. Et puis, il y a eu une rupture et qui s'est accentuée. Et j'ai voulu savoir pourquoi on est passé de manière assez abrupte à une situation qui était relativement calme, à une situation aujourd'hui qui est assez turbulente. Et je me suis rendu compte, personnellement, que c'est lors du désengagement de l'État dans la production du foncier que les premiers litiges ont commencé à apparaître. Parce que les communautés villageoises ont eu à prendre le relais. Mais il faut dire que faire du foncier, c'est un véritable métier. Ça ne s'improvise pas. Or, il se trouve que malheureusement, on a toujours pensé que le fait d'être propriétaire terrien vous donne des possibilités de faire des transactions, des changements, d'opérer des lotissements et faire également des formats de cession de ces terres, mais qui devaient en réalité reposer sur des études préalables. Et malheureusement, dans certains cas, ces études ont manqué, ou ces études sont venues a posteriori
après que des opérations de lotissement et autres aient bien pu être approuvées, et quelquefois non approuvées. C'est-à-dire qu'on a pu vendre des terrains à des particuliers, alors que le support qui constitue les documents d'urbanisme était non élaboré ou pas suffisamment porté à l'approbation du grand public. Donc, on est arrivé à gérer un passif relativement important. Et aujourd'hui, ce passif plombe la qualité du foncier au niveau national et plus particulièrement au niveau d'Abidjan. C'est dommage parce qu'on ne peut pas réaliser des constructions, on ne peut pas faire des projets ambitieux sur un foncier qui n'est pas sécurisé. On n'est pas à l'abri de tous les incidents aujourd'hui et tous les procès. Et lorsqu'on veut revenir aux normes, on veut revenir, comme on dit, aux bonnes pratiques, on rencontre énormément de difficultés. Je comprends le ministère de la Construction dans sa difficulté aujourd'hui de ramener les choses en état, telles qu'elles auraient dû être au préalable. Oui. C'est un véritable chantier, mais il faut que tout le monde se donne la main parce qu'on doit y arriver. On ne peut pas rester comme ça encore plus longtemps. Et je pense que l'ADU, qui est le document que le ministère a mis en place, est une bonne voie de sortie. Une voie que si tout le monde accepte de s'y engager de manière sincère et véritable, on pourra résorber une grande partie des conflits fonciers que l'on rencontre actuellement. Mais il faut que tout le monde se donne la main et accepte, malheureusement pour certains, de perdre certains privilèges ou avantages qu'ils se croyaient avoir acquis de manière légale, mais qui en réalité ne respectent pas les règles d'urbanisme ou les règles foncières en vigueur. Alors, qu'est-ce que vous pensez du rôle des collectivités locales et des chefs traditionnels dans la gestion du foncier? Je pense notamment au foncier rural. Est-ce qu'il faut repenser leur implication dans la résolution, pour la résolution des conflits? Alors oui, on a le foncier rural, mais on a le foncier urbain. Oui. Aujourd'hui, c'est la transition entre le foncier rural vers le foncier urbain qui pose également beaucoup de problèmes. Il faudra le mettre sur un chapitre d'analyse et de résolution en son temps. Maintenant, au niveau du rural, au niveau des chefs de village, au niveau des maires ou des responsables de collectivités territoriales, je crois qu'il y a un travail de formation ou d'information véritable qu'il va falloir opérer avec elles. Parce qu'elles constituent des véritables relais entre, je dirais, le pouvoir administratif, le pouvoir public, et puis les communautés. Il faut qu'il y ait un langage nouveau, qu'elles comprennent qu'il y a une nécessité pour elles de se réformer, d'accepter les directives ou les orientations qui sont données par l'administration, parce qu'elle établit des actes administratifs qui partent depuis les documents premiers qui est l'ADU, mais qui vont finir à la fin par l'ACD, l'arrêté de concession définitive. Ça suit tout un cheminement où plusieurs administrations sont concernées, que ce soit le ministère de la Construction en charge du foncier, mais également l'administration fiscale, parce qu'il y a des inscriptions qui devront être portées au livre foncier, au cadastre et autres. Il faut que tout le monde soit parfaitement informé de tout ce cheminement, des règles qui s'opèrent, et puis surtout des conformités aux règles d'urbanisme. Parce que ça échappe encore à beaucoup de personnes. Les règles d'urbanisme permettent d'avoir un cadre de vie sain, approprié, à très court terme. Et les architectes s'appuient sur les règles d'urbanisme pour faire leurs projets. Donc c'est un lien, un maillon où tout s'enchaîne parfaitement si tout le monde joue son rôle. Les chefs de village, les responsables des différentes communautés, les maires, les conseils régionaux, l'administration à travers les différents ministères, et également les architectes, les urbanistes, les géomètres. Ils ont tous ces corps de métier, concourent à l'embellissement de nos villes par leurs compétences et leurs sciences. L'architecte ne peut intervenir que sur un sol foncier sécurisé. Ces mots, je pense que vous les reconnaissez puisque ce sont les vôtres. Pourtant, on assiste, comme je le disais, à une prolifération des ventes illégales de terrain et des faux documents fonciers. Comment, vous, à votre niveau, vous faites pour distinguer un terrain qui, entre griffes, serait propre de tout conflit d'un autre qui aurait été acquis dans l'illégalité et ainsi de suite? Alors, tout simplement parce que l'architecte, dès le départ, il est consulté par un client. C'est celui qui est porteur d'un projet, que nous appelons dans notre langage le maître d'ouvrage, celui qui va définir ce qu'il veut réaliser sur son terrain. Ça veut dire qu'il est propriétaire du sol sur lequel il vous invite à venir projeter votre savoir. L'architecte qui est en possession de ce document sait automatiquement ce qu'il a à faire. Il va vérifier tout simplement
que ce terrain, comme on dit, l'acte qui lui est présenté est un acte correct, un acte sécurisé. Oui. Et la première chose, il s'adresse au service de l'administration. Parce qu'il va réclamer un premier document. C'est celui qui va lui permettre de lancer dans le projet, qui est le certificat d'urbanisme. Et ce certificat d'urbanisme ne peut être délivré que si le terrain, le lot en question, a fait l'objet, lui, de tout un processus antérieur. C'est-à-dire, c'est sur un lotissement qui a été approuvé, le terrain a été titré, donc avec possession soit d'un titre foncier, soit d'un arrêté de concession définitive et autres, ou bien d'une mutation, tout dépend de l'acte administratif support à l'établissement de ce certificat d'urbanisme. Et puis, il a donc toutes les règles qui lui sont applicables. Ce sont donc des directives qui lui sont données, des reculs par rapport aux limites séparatives, par rapport au taux d'occupation de sol, et ainsi de suite. Il y a plein d'informations qui sont là-dessus. Et l'architecte sait développer son projet à partir de ce document. Donc, l'architecte ne peut intervenir que s'il a un document préalable qui est le foncier sécurisé, comme je le dis tantôt. Si ces documents n'existent pas, il dit carrément à son client, je suis prêt à faire votre projet, mais il me semble que votre terrain a un problème qu'il faut lever au préalable, parce que je ne peux pas travailler sur un terrain qui n'est pas à vous, qui n'est pas dans un lotissement qui est approuvé et autres. Ce qui arrive malheureusement, c'est qu'il y a des personnes qui préfèrent donc faire fi à l'appel de l'architecte et de réaliser directement leur construction. Il s'agit donc de constructions illégales et qui peuvent être frappées à tout instant de démolition. Lorsque l'administration se rend compte que vous n'avez pas respecté la règle première, celui de l'obtention du permis de construire. Donc l'architecte ne peut travailler que sur des documents sécurisés, fiables et viables, bien entendu. Alors, la digitalisation du cadastre et des titres fonciers est souvent évoquée comme solution. Est-ce que pour vous, c'est le cas et comment ça pourrait s'appliquer? Alors, arriver à la digitalisation, c'est un idéal pour les architectes parce que ça va amener une célérité dans le traitement des dossiers. Donc, ça veut dire que dès le départ, dès l'instant où vous me donnez des indications sur votre terrain, je vais immédiatement sur une plateforme, je vais avoir toutes les informations cadastrales sur votre lot. Donc, je l'obtiens auprès du cadastre, donc les limites exactes de votre terrain, la superficie et autres. Mais en même temps, je vais avoir toutes les informations d'ordre urbain sur l'existence des réseaux, sur la proximité de ces réseaux, comment je vais pouvoir me raccorder, dans quelles conditions je vais pouvoir me raccorder, ainsi de suite. Donc, j'évite de faire ce que je fais aujourd'hui, qui est du porte-à-porte vers les différents concessionnaires et les services de l'administration. Je vais les avoir directement, à un clic de souris, comme je pourrais le dire, à ma portée. Et je vais pouvoir donc développer tout mon projet là-dessus. Mais je voudrais dire que cette digitalisation va aller même d'ailleurs très rapidement, beaucoup plus vite, parce que nous sommes en train de passer non plus maintenant à un format papier, mais un format dématérialisé. C'est-à-dire que les architectes, depuis leur cabinet, après avoir instruit tout le dossier et avoir obtenu de leurs clients l'approbation du travail qui a été fait, va pouvoir l'envoyer directement dans un format dématérialisé vers les différents services, que ce soit au niveau du guichet unique du permis de construire, mais également vers certains services publics comme l'Office national de protection civile, lorsqu'il s'agira de regarder si l'établissement ou le projet qu'on va réaliser est un établissement recevant du public, comme un centre commercial, comme un complexe sportif et autres. Donc, on va plus se partager des documents papier qui alourdissent les délais et autres. On va avoir des célérités de traitement et nous pensons que une personne qui avait un projet et qui a finalisé le projet avec l'architecte pourrait obtenir dans des délais que je pourrais exprimer maintenant en jours son permis de construire directement chez lui parce que l'arrêté va venir déjà visé par tous les différents services de l'État. C'est une célérité qui marche dans beaucoup de pays et qui est à notre portée parce qu'aujourd'hui, je dirais 99% des cabinets d'architectes qui opèrent sur le sol ivoirien sont tous informatisés, ont tous les différents logiciels nécessaires pour passer à ce format de dématérialisation. Il s'agit tout simplement d'avoir les textes réglementaires qui pourront nous permettre d'avoir la mise en œuvre de cet ambitieux projet qui est déjà validé à travers les différentes rencontres que nous avons eues avec le CPC et le guichet unique du permis de construire. Nous avons même lancé une première opération pilote, une opération test avec quelques cabinets d'architectes qui va nous permettre de pouvoir faire des ajustements
Et puis ensuite, nous allons le finaliser pour permettre à l'administration de prendre les tests réglementaires et puis surtout aller à l'application. Merci Joseph Hamon d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle dans un premier temps que vous êtes le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire et que l'on peut vous retrouver à la 10e édition d'Archibat qui se tiendra, si je ne me trompe pas, du 11 au 15 avril prochain. Merci à vous encore une fois. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.